aux effluves des émanations du chaudron. Découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca, de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Eh bien, bonsoir mes très chers amis de Witches Radio. Nous sommes début février et je suis en compagnie de Marc Neu pour parler de baguettes magiques. Coucou Marc. Bonjour Anila, bonjour tout le monde. Ça va bien Marc? Eh ben écoute, je vais très bien. Tu sais qu'on a hâte de découvrir un petit peu tout ce que tu connais. On va faire grosso modo un petit résumé parce que si on devait détailler tout ce que tu connais, ça prendrait des heures, je suppose. Disons que sur les baguettes, oui, il y a toujours beaucoup de choses à dire. C'est vrai que ce sont des discussions qui pourraient animer de longues soirées. C'est clair. Et surtout que tu as sorti un livre il y a quelques temps maintenant en arrière, aux éditions d'Anaé, traité pratique des baguettes magiques. Donc si jamais les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus et étoffer le sujet, ils peuvent se le procurer en fait. Voilà, c'est ça. C'est un concentré de tout ce que j'utilise pour fabriquer des baguettes. Voilà. Alors très chers amis de Witches Radio, sachez que Marc Neu chez nous, c'est notre Ollivander. Est-ce que tu le savais que je t'appelais Ollivander de la près de... Je l'ai découvert avec ton dernier message, oui. Tu es notre Ollivander magique, voilà, tu es la personne que je connais, l'une des personnes les plus sérieuses qui connaissent si bien le sujet. Donc ça fait plaisir. Écoute, moi la vision d'Harry Potter, Ollivander, moi ça me va très bien, effectivement. Ça me va très bien, j'aime beaucoup ce personnage. Tu as une boutique aussi comme Ollivander? Je voulais faire une boutique, oui, mais en fait, le temps de produire les baguettes est tellement long que je serai en rupture de stock permanent dans la boutique et je pense pas que ce soit rentable sur du long terme. Justement, tu vas nous parler de tout ça. Comment ça se passe de créer une baguette? Alors déjà, donc tu proposes, il y a des clients qui te contactent et qui te proposent des baguettes. Et toi, comment tu fonctionnes alors? Donc ils t'envoient le message Alors, en fait, ça dépend tout à fait de quel type de baguette il s'agit. Et ça correspond d'abord à une vision globale de la magie avec laquelle va fonctionner la personne. Parce que on crée une baguette pour une personne, certes, mais on crée surtout une baguette adaptée à soit à un mouvement magique, soit à une vision de la magie. Il faut que celle-ci soit en adéquation avec la cosmogonie en fait de la personne. C'est par exemple quelqu'un qui voudrait travailler en Wicca ne va pas avoir une baguette tout à fait pareille que quelqu'un qui veut travailler en théurgie. Donc du coup, il faut déjà qu'on s'adapte sur ce point-là. Alors j'ai cru comprendre en lisant ton livre qu'effectivement tu pouvais aussi rajouter des éléments dedans, comme des pierres. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai une vision de la magie qui correspond grosso modo à celle d'Agrippa et qui va diviser la magie du coup on va dire en trois modes, en trois techniques qui correspondent plus ou moins à trois règnes ou trois applications. Tu vois, la magie naturelle où là du coup ça va être les propriétés intrinsèques de la matière qui vont être utilisées. Si je prends par exemple le millepertuis, il a des propriétés en lui-même qui ne dépendent pas du moment où il a été cueilli, ou du rite qui a été utilisé, ou de la prière qui va être récitée au moment de l'utilisation. On sait que le millepertuis, il est antidépresseur, il est décontractant musculaire, et ça, ce sont les vertus propres justement à la plante. Donc ça correspond à cette vision de la première magie qui sont basées sur les vertus de la matière. Comme le fer par exemple, le fer, il a des vertus naturelles qu'on peut retrouver donc dans le fonctionnement biologique, mais aussi simplement en fonction énergétique, c'est-à-dire que porter du fer va avoir un effet sur le champ électromagnétique de la personne. Et ça, c'est simplement le fait de porter le fer pur. Par contre, la deuxième partie va être plus en analogie cette fois-ci avec les sphères planétaires, donc avec la vision cosmogonique qu'on a de l'univers. Et là, du coup, le fer, on s'en fout complètement de sa composition. On va partir sur son analogie. Donc le fer va être martien, notamment parce qu'autrefois les armes étaient faites avec du fer.
Le millepertuis va être solaire, donc du coup là on va avoir des applications plutôt en lien avec les analogies en elles-mêmes, ce qui fait que quand je fais une baguette, que je la veux solaire, eh bien je vais réunir un maximum d'éléments qui seront de nature solaire, quel que soit le règne dont on les extrait. Par exemple, je vais mettre 2 plantes solaires, je vais utiliser par exemple un peu de poil ou du crin d'un animal solaire, je vais mettre un petit peu d'or, etc. Et la troisième partie, ça va être celle qui s'occupera plutôt des esprits, de l'esprit en lui-même. Et là, du coup, on va utiliser plutôt les esprits qui habitent la plante. Par exemple, l'esprit du millepertuis ne va pas être le même que l'esprit de l'aubépine. Et la troisième partie, ça visera justement à réveiller l'esprit du bois, l'esprit de la plante, pour pouvoir les associer dans une pratique magique. Donc pour moi, la bonne baguette, c'est celle qui va allier les 3 formes de magie dans le même instrument. Mais donc on peut aussi avoir plusieurs baguettes. Là, il y a plusieurs théories selon les mouvements, effectivement. Il y en a qui vont dire que on va prendre une baguette à vie qui sert à tout, et la version qui est cette fois-ci un petit peu plus moderne, je crois que c'est Bardon qui l'a introduite en premier, où justement on peut avoir des baguettes qui vont se spécialiser. Et donc moi j'aime bien cette partie-là parce que justement la baguette va véhiculer une charge, va en garder une partie, et donc du coup cette mémoire de la charge, c'est toujours bien de l'avoir toujours dans la même utilité. Ce qui fait que j'ai une baguette de désenvoûtement, j'ai une baguette solaire, enfin pour toutes les planètes, etc., etc. Et alors moi une question qui me turlupine, depuis que je te connais, je me suis dit mais d'où ça te vient cette passion pour les baguettes ? Alors c'est pas que pour les baguettes, ouais. C'est plutôt pour la magie en général, et les baguettes parce que c'est l'outil principal du magicien. Donc ça me vient de tout petit en fait, comme beaucoup de gens, souffrance, douleur, problèmes à l'école, etc. Donc du coup on cherche un monde dans lequel se réfugier, et puis la magie c'était le monde qui m'a accueilli quand j'étais enfant. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que aux alentours de 7-8 ans, on a déménagé à l'orée d'une forêt. Quand je dis à l'orée, c'était 300 mètres, et puis j'étais dans une forêt sombre et obscure. Donc du coup, j'allais cueillir les plantes. Je pouvais sortir la nuit, j'allais cueillir les plantes, ou j'allais danser sur les pierres à la pleine lune. Enfin, j'avais toute une histoire d'enfants là-dedans. Bon, je sortais tout seul la nuit parce que je ne supportais pas mon frère, donc du coup il fallait qu'on ait chambre à part, et la seule qui restait disponible, c'était une pièce réaménagée au sous-sol, et donc du coup j'étais tout seul, je pouvais sortir quand je voulais. Et donc voilà, je prenais la poudre d'escampette, j'allais dans la forêt, et puis j'allais parler aux arbres, j'allais parler aux pierres, je récoltais la mousse, enfin voilà, mon enfance était comme ça, dans mon refuge forestier. Ah oui, d'accord, donc la passion est arrivée vraiment très jeune, quoi. La découverte. Ah, vraiment très très jeune. Je dis souvent que les autres enfants voulaient être pompiers ou cosmonautes. Moi, je voulais être Merlin l'Enchanteur. Ah, c'est vraiment ça. Je fabriquais les baguettes quand j'étais petit. Je les trempais déjà dans du jus d'herbe que je préparais sans rien connaître. J'écrasais des herbes sur le mur avec les cailloux, et puis je rajoutais de l'eau, et puis voilà, je mettais les baguettes dedans. Elles prenaient la teinte de l'herbe. Enfin voilà, c'était déjà magique. Et oui, même enfant, quoi. Je trouve ça dingue voilà, en fait. Oui. Et j'ai pas perdu cette vision d'enfant. Je m'y refuse. Ah oui, donc en fait, tu as toujours cette vision de cette magie enchanteresque qui a, en fin de compte, embaumé ton cœur de petit garçon, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et puis c'est ce que j'ai essayé de transmettre à Ambre, effectivement. Ouais. Donc là, c'est devenu ma petite assistante. Oui. Bon, elle est adolescente, alors un petit peu moins, mais... Elle a grandi depuis le temps. Elle a grandi, voilà, elle a ses 13 ans maintenant, donc du coup c'est collège, mais elle m'aide à faire les witchy bottles, on a fait toute une collection de baguettes ensemble, on fait des choses à deux, voilà. Et alors, quel est en fin de compte ton plus beau souvenir de création de baguettes ? C'est peut-être pour toi ou même pour un client ? Ah, je pense que c'était la première, celle que quand j'étais tout petit, parce que je l'avais gardée vraiment très 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 longtemps. J'avais réuni de la mousse, des feuilles que j'avais ramassées au sol sous la lumière de la pleine lune. Le bois, j'ai pris des jours et des jours à parcourir la forêt, à trouver le bois idéal. J'avais mixé tout ça pour en faire une grosse bouillie épaisse. Je l'avais étalé sur la baguette, et puis j'avais mis de la bande de pharmacie autour pour que cette bouillie d'herbe tienne bien autour du bois pour qu'elle puisse bien s'imprégner. Donc elle est restée comme ça longtemps. Le bois après
le jus d'herbe avait séché, ça faisait comme une croûte, comme quand on cuit quelque chose en croûte de sel, il a fallu le retirer comme ça, et il y avait cette magie qui s'ouvrait en même temps que la croûte s'enlevait. C'était, je pense que ça, oui, c'est mon plus beau souvenir de baguette. Et ton premier rituel avec cette baguette? Tu t'en souviens? Pleine lune juste après. Ouais. Ah oui. Ah ouais, donc t'étais vraiment dedans, quoi. Ouais, donc là je devais avoir 10 ans à peu près. Hein. Ah ouais, t'as commencé très jeune. Ouais. Moi, j'ai trouvé une pierre dans la forêt qui était recouverte de mousse, une pierre plate. Ouais. Alors je sais jamais, je sais encore aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Hein, je l'appelle la pierre des fées parce que chaque fois que j'y allais, il y avait des petits trucs qui bougeaient autour de moi. Un jour, j'étais assis dessus, je méditais tranquillement à écouter les bruits de la forêt, et d'un seul coup, je me retourne et j'avais un petit faon qui me regardait, mais enfin à 20 centimètres, quoi. Vraiment, on était nez à nez. Et là, j'ai eu le réflexe, j'ai dit non, faut pas que je le touche parce que sinon sa maman va le rejeter. Et puis il m'a regardé tranquillement et puis il est reparti comme si voilà, ciao. Comme si de rien n'était, quoi. Comme si de rien n'était. Il est pas parti en courant comme s'il était menacé. Donc ouais, c'est ma pierre des fées. Voilà, c'est ma pierre des fées. Alors je sais pas ce que c'est, ça se trouve c'est juste un camion un jour qui est passé, qui a fait tomber une pierre, mais en tout cas recouverte comme ça par la mousse, elle était vraiment fondue dans le paysage. Et puis c'était mon siège pour ma magie intérieure, on va dire. C'est joli ce que tu nous racontes, hein, Marc. Ah bah c'est toutes les étincelles que j'ai dans mes yeux, effectivement, quand je vois le monde. Et aujourd'hui, tu continues toujours avec cette passion, justement, à proposer des fabrications de baguettes. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'on va en parler ce soir, un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire, donc, tu reçois, en fin de compte, des commandes. Et en fonction du souhait de cette personne, par exemple, aussi de son thème natal, hein, peut-être. Ah oui, c'est la demande, en fait. Hein. Ouais, ça dépend. J'essaye, en fait... j'ai toujours un travail qui se fait avec le ciel. Ça c'est systématique. C'est mon travail principal. En gros, c'est l'astrologie. Je fais tout en fonction de ça. Ce qui fait que quand je fais une baguette, chaque étape va être rythmée par des étapes célestes. Et donc c'est devenu difficile de travailler à la commande parce que beaucoup de gens sont impatients et parfois il faut attendre 1, 2, 3 mois qu'une configuration se produise. Donc j'ai pris un fonctionnement un petit peu différent. Je crée des baguettes par entre guillemets par lot, par cuvée. C'est un peu plus juste puisque je récolte dans la nature beaucoup de plantes. Donc j'ai un stock, on va dire, de plantes que j'ai cueillies au moment où il faut. Et après je me laisse appeler par la matière. Je vais faire un tour, je trouve tiens, oui, j'ai un reste de bois de pommier, qu'est-ce que je pourrais en faire? Tiens, je vais faire 3-4 baguettes avec ça, et puis je réfléchis un petit peu à ce que aux différentes matières que je peux associer, et puis tiens, le pommier, oui, c'est assez vénusien, on pourrait y mettre des émeraudes, on pourrait mettre des petits rubans verts, on va faire ça sous l'égide justement de Vénus, donc je vais regarder quand est-ce que Vénus va être en bonne situation, quand est-ce que la Lune va passer dans une de ses maisons favorables, enfin voilà, je regarde tous ces choses-là. Et puis quand c'est le moment, en gros, que je vois sur mon agenda que j'ai mis en fluo baguette Vénus, je file à la cave et puis je vais tourner le bois ou je vais préparer les tubes, les remplir. Enfin, tout dépend du modèle de baguette ou de pendule, hein, d'ailleurs, parce que le pendule pour moi c'est une baguette miniature, donc ça rentre dans le même travail. Et puis voilà. Après, une fois que la première étape est terminée, après il y a toute l'étape de trempage du bois dans le condensateur pour qu'il puisse véhiculer une énergie, le lustrage, parfois la décoration pyrogravée où on rajoute des cristaux, enfin, toute une procédure comme ça. Et après, en général, la baguette passe un certain temps sur un de mes autels pour qu'elle acquiert une charge magique avant de partir. J'ai le souvenir dans ton livre, il me semble, justement, tu étais en train de créer une baguette et tu avais vu en fait dans le bois que ça ressemblait à des yeux de chat. Oui, tout à fait, oui. Ouais. J'ai le souvenir de ça. En fait, tu peux aussi t'inspirer du bois sur le moment. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la matière qui m'appelle. Je vais retirer du bois tout ce qui est inutile, ce qui fait que du coup quelque chose va apparaître. Donc en plein
pendant que je suis en train de tourner, il faut imaginer le bois qui tourne sur son tour à bois, et elle fait donc une rotation à vitesse fixe, ce qui fait que c'est très hypnotique comme technique. Le bois tourne, donc il y a cette ombre du bois qui apparaît parce que le bois il est d'abord carré, hein, on le coupe pour le faciliter la mesure. Il est carré et on le voit tourner comme ça avec le petit bruit du moteur qui est permanent, qui fait comme un ronronnement, et donc du coup j'entre dans une forme de transe quand je commence, et je me concentre uniquement sur le bois, sur les ressentis. Quand le couteau commence à approcher du bois, des fois il fait des petits écarts. Ces petits écarts, ça compte. C'est-à-dire que là il y a quelque chose. Je vais le reprendre, je vais le tailler, travailler doucement, je vais le poncer et je vais regarder ce qui apparaît sur ce bois, la forme que ça prend. Est-ce que je respecte bien les nœuds du bois, comme je prends beaucoup de bois brut. Il y a souvent des nœuds dans ce bois-là, et du coup ça se travaille pas de la même manière, et donc du coup j'essaie d'éviter de creuser les nœuds, et donc ça fait des formes sur la surface, ça fait des nervures parfois, hein. J'avais fait une loupe de bruyère, donc ça c'est une partie de la racine, donc il y a beaucoup comme des petits yeux dedans, et en le tournant et en le ponçant, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, on dirait un ange qui apparaît sur le bois, et effectivement on aurait dit effectivement des ailes qui donc là j'arrêtais tout, hein, je creuse pas plus. C'est beau comme ça, et c'est comme ça, voilà. Et en fonction de ça, après je vais choisir les décorations, je vais choisir parfois des breloques, parfois des cristaux, parfois je rajoute un condensateur, parfois je les creuse, enfin j'adapte effectivement en fonction de la matière. C'est la matière qui parle en premier. Et quand la matière est bien choisie et que le moment céleste est bien choisi pour travailler, en général, il y a quelque chose qui se produit. Et c'est là que la magie opère. Tu vois, quand je t'écoute me raconter le fonctionnement, enfin comment ça se passe pour toi, moi je trouve ça dingue en fait. C'est rien que la fabrication est magique, quoi. Ah mais c'est toute une opération, effectivement. C'est comme une naissance. Il faut d'abord fabriquer le bébé, et il se fabrique uniquement si on fait ça au bon moment, et si on lui laisse le temps de s'épanouir naturellement, et si on fait tout bien comme il faut, effectivement il y a la naissance, et à la naissance le bébé il est parfait. C'est dingue. Après, ça c'est mon approche. Effectivement, je mets ces trois approches-là. Certains ont d'autres approches plus nature, donc du coup ils vont travailler très très peu le bois, et ils vont plutôt mettre juste des décorations. C'est vraiment chacun qui peut avoir sa technique. En fait, chaque sorcier conçoit et même ressent sa baguette de sa propre façon, en fin de compte. Tout à fait, ouais. Voilà. Alors à moins qu'il appartienne à un ordre magique, auquel cas là il y a des instructions à suivre. Certains veulent absolument que le bois soit traversé par du cuivre, d'autres n'en font pas mention. Alors pour certains il faut certaines gravures, etc. Donc ça c'est le cahier des charges de l'ordre magique. C'est pas une baguette qui est sortie de l'imaginaire et de l'envie de la personne. Là c'est une baguette, c'est un outil de travail. C'est fait pour que ce soit optimisé. Mais autrement, effectivement, chaque personne a généralement une vision de la baguette. Alors des fois c'est trop compliqué, donc là je botte en touche parce que c'est pas possible, ou si ça a des matériaux qui sont pas utilisables, là aussi des fois je suis obligé de botter en touche. Mais autrement oui la baguette c'est un acte de création consciente qui est déjà magique en elle-même. Donc la baguette après la consécration c'est presque inutile, dans le sens où elle a déjà acquis une charge magique, elle a déjà une pulsation. Voilà, je dis souvent aux gens, essayez de la tenir et de ressentir la pulsation de la baguette. Et quand la personne est suffisamment concentrée, ça prend un peu de temps, on sent vraiment une pulsation, et on a vraiment l'impression qu'il y a comme un cœur qui bat dans la baguette. Est-ce que tu as déjà expliqué un petit peu le fonctionnement de la création de la baguette à ton client, par exemple? Tu lui as raconté ce qui s'est passé, ce qui s'est produit pendant cette création? Ça m'est arrivé, hein. Oui, ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé. Même si souvent comme dit, je crée de moins en moins à la demande, donc du coup c'est plutôt comme je disais des cuvées de quelques baguettes. Et dans ce cas-là, je décris effectivement le processus, tout ce qui a eu lieu. C'est-à-dire que je pars vraiment du début. Je dis, comme là par exemple, j'ai
J'ai un gentil coup du sort qui du coup m'a fait retrouver tout un lot de baguettes que j'avais perdues. Et j'étais vraiment persuadé qu'elles étaient passées à la poubelle dans un moment de colère. Et donc là, je racontais cette histoire-là sur Facebook, et je leur disais voilà, c'est des baguettes que j'ai commencé il y a un an, en janvier. Hein, c'était en janvier il y a un an, et qui étaient prévues pour un salon, mais plutôt orienté manga et Harry Potter. Ouais. Donc du coup, quand je fais ce genre de salon, j'emmène pas des choses trop chères parce que je sais que les gens n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser pour des outils déjà perfectionnés. Et donc du coup, je cherchais avec Ambre comment faire des baguettes facilement, c'est-à-dire qu'ils prennent moins de temps pour que ce soit un peu plus rentable en termes de rapport qualité-prix. Et du coup, on a eu l'idée de faire des baguettes, voilà, de manière très très simple, mais en les rendant quand même magiques. Et donc du coup, on a commencé ça. Mais avec l'histoire du Covid, du coup, ça a été annulé. Donc du coup, on a rangé les baguettes. Puis on a été recontacté 2 mois après par l'organisateur pour nous dire que ça a été reporté pour la nuit d'Halloween. Donc du coup, on a ressorti les baguettes, on a continué la production. Entre-temps, on a eu d'autres idées. Donc du coup, on a pu rajouter des choses sur ces baguettes qui n'étaient pas prévues à l'origine. Et puis après, ça a de nouveau été annulé. Donc du coup, on a remballé tout ça. Et cette fois-ci, je dis bon, maintenant je les range pour de bon. Il y en a marre, quoi. Hein. Jamais 203, hein? Voilà, jamais 203. Je me suis dit, tiens, ce serait quand même sympa que je m'y remette comme ça. C'était quand même une bonne idée, ce serait sympa. Et parce que ça permet d'avoir des baguettes assez légères, pas très chères justement, et qui sont tout de même magiques et qui ont toute une histoire. Voilà, c'est que une baguette, c'est tout un lot qui a été fait vraiment pour exprimer la volonté de poursuivre quand même, parce que ces baguettes, elles voulaient pas disparaître. Hein. C'est quand je les ai rangées et j'étais persuadé de les avoir jetées, et c'est quand j'ai cherché autre chose que elles me sont tombées dans les mains là il y a quelques semaines, je crois 2 semaines, et où du coup je regarde Ambre, elle rigole, elle fait bon je crois qu'il faut vraiment qu'on les termine. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment des baguettes d'obstination. Donc on sent déjà qu'elles ont un caractère, tu vois. Elles ont une volonté de vivre qui fait que elles vont être magiques. Cette série, je sais qu'elle sera déjà magique, alors que il y a presque pas de matériaux naturels dedans. C'est vraiment des baguettes modernes et qui du coup il y a très peu de matériaux naturels, et pourtant elles vont respecter à la lettre les préceptes de la baguette magique, tout en ressemblant à s'y méprendre dans des baguettes d'Harry Potter. C'est un truc de fou. Donc tu vois, quand je dis que tu es Ollivander, c'est vraiment pas pour rien. C'est-à-dire que je travaille comme lui travaillerait. Voilà, je pense que c'est assez proche, effectivement. C'est dingue. Quand tu me racontes ça, oui, effectivement, la baguette, elle a une personnalité. Alors ça, c'est certain. C'est certain. À tel point que parfois il faut explorer la personnalité de la baguette avant justement de la mettre en vente, puisque elle peut ne pas convenir à quelqu'un. Oui. Et donc, tu poses des fois des questions à tes clients pour connaître un petit peu leur... En fait, j'explique déjà comment j'ai fabriqué la baguette. Ça donne déjà un certain ton. Donc, du coup, les gens, par exemple, quand j'explique que j'étais en colère quand je l'ai fabriqué, cette colère vient comme ça d'un coup, je sais déjà qu'à une personne trop calme, ça n'ira pas. Donc ça, c'est déjà expliqué. Et ensuite, je fais souvent un tirage d'un, 2 ou 3 oracles différents pour qu'on ait la teinte d'utilisation de la baguette, qu'on ait l'idée de vers quoi elle tend et ce à quoi elle va servir. Une baguette qui sort avec l'arcane de la mort et qui sort avec la tempérance, ça va pas du tout être la même chose. Oui. L'énergie de fond ne va pas être la même. Et du coup, quelqu'un qui veut, par exemple, un thérapeute qui voudrait travailler avec ses baguettes, j'en connais un qui travaille comme ça et qui travaille à distance, utilise maintenant les baguettes comme étant un canal de diffusion de son énergie. Et en fonction de la baguette qu'il va prendre, il sait que l'énergie ne va pas du tout être pareille, le résultat ne va pas être pareil. Quand il utilise une baguette plutôt liée à l'énergie de l'arcane 13, donc de la mort, cette notion de transformation brutale et d'acceptation de la transformation, elle permet parfois de briser un mur de résistance de la personne et d'aller au plus profond du soin. Alors que pour d'autres, ils ont besoin de plus de douceur, donc du coup une baguette de style tempérance ira beaucoup mieux. Et on sent vraiment que j'appelle ça la couleur de l'énergie qui va sortir, parce que c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est vraiment ça. On a l'impression qu'on donne notre énergie et que la baguette la transforme, comme si elle la digérait pour la ressortir d'une manière qui lui est propre. Donc tu vois, en fait, même si tu façonnes le bois reste quand même vivant, quoi. Ah, le bois reste toujours vivant, ça de toute façon. Hein. Ouais, c'est quand on dit que le bois est mort, le bois reste vivant. Il y a cette mémoire de l'esprit du bois qui reste.
Il y a peut-être certains types de bois plus faciles à développer en baguette que d'autres. Alors techniquement oui. Ouais. Après en termes de magie, bon ça aussi c'est le cas. Mais disons que oui il y a en fait plus le grain du bois va être fin, plus on pourra se permettre de mettre des détails sur le bâton. Plus le grain va être épais, hein, comme le sapin par exemple. Là le grain est très épais, donc du coup on pourra pas faire de belles finesses, on pourra pas faire d'arabesques, on aura une forme assez brute. Mais bon, après il y a aussi des moyens de pallier à ça. On peut mettre des bouche-pores avec pour que ce soit plus lisse. Du coup ça peut mettre un peu de couleur et tout ça, mais disons que le travail est plus compliqué. Quand on prend un bois très dur, comme l'ébène, c'est le plus connu effectivement. Là, il y a pratiquement pas de grain. C'est la première fois que je l'ai tourné, j'ai dit à la personne, moi j'ai l'impression de tourner du chocolat. C'est tout noir. Et il y avait des copeaux comme ça qui s'enlevaient comme si je faisais des copeaux de chocolat. C'était vraiment très très amusant. Et là, on peut se permettre toutes les fantaisies avec l'ébène. Hein. C'est que vraiment, on peut faire des traits extrêmement fins. C'est vraiment magnifique à travailler, mais plus j'avance, plus je me concentre sur des essences plus locales. Donc j'ai des gens qui me ramènent du bois par exemple. J'ai une personne qui a dû couper des branches de son arbre maître dans sa propriété, donc du coup elle les a fait sécher puis elle me les a ramenées. Elle a dit je préfère que t'en fasses des baguettes, des pendules, des talismans ou que sais-je, plutôt que ramener ça à la déchetterie quoi. Oui. C'est dommage, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et donc du coup, mon boulot à moi, c'est de sublimer cette matière, effectivement. C'est une jolie façon de dire la chose, de sublimer la matière, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais retirer tout ce qui est impur pour essayer de livrer le cœur. Et je fais ça de plus en plus autour de moi. Après, il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément, ou j'ai pas toutes les essences en stock. Mais là, par exemple, j'ai fait un pendule sur mesure à quelqu'un, et le bois qui s'y prêtait le mieux, c'était le prunier. Sauf que chez nous en Alsace, on ne dit pas le prunier, on dit la quetch. Donc du coup, sur sa fiche descriptive, j'ai mis cœur de quetch. C'est pour que vraiment ça colle à l'essence locale, parce que c'est pas du prunier, c'est de la quetch. C'est pas mal, hein, ouais. Mais après, tu précises que c'est le prunier quand même, mais c'est le prunier bien sûr, de là-bas. Entre parenthèses, voilà, mais c'est du prunier d'Alsace. Ouais. Là, on est. Alors je dis que j'habite à Strasbourg, mais en fait c'est juste à côté. C'est une commune juste à côté, ce qui fait que c'est pareil. Je fais quelques mètres et je suis dans la nature. On a un point d'eau, on a un étang, donc on peut cueillir des plantes. Je ramasse des plumes de cygne parce qu'on a un couple de cygnes avec des petits qui circulent dans la commune autour de l'étang. Et donc du coup, il suffit d'aller se balader pour ramasser des plumes de cygne. Hein. Donc du coup, je peux les intégrer sans problème dans les créations. Justement, on va en parler de l'anatomie de la baguette, parce que dans ton bouquin, dans ton livre, page 99, tu nous en parles concernant la fabrication. Donc, l'anatomie d'une baguette, en fin de compte, on peut retrouver tout type d'anatomie. Oui. Il peut y avoir une poignée, il peut avoir un manche, mais pas forcément. Mais pas forcément, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le concept de la baguette dépend beaucoup de la manière dont vous allez l'utiliser. Si c'est uniquement pour canaliser une charge, pour vous aider à charger un talisman par exemple, ce qu'on va chercher, c'est simplement que la baguette puisse absorber votre énergie personnelle, la canaliser tout en l'amplifiant et vraiment la dirigeant en un point précis, pour que elle aille se concentrer sur le talisman. Ou sur l'adagide, ou sur n'importe quoi. Hein. C'est sur un objet, sur un point fixe. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Vous prenez un simple tube en plastique, vous remplissez avec des cristaux, et puis vous fermez ça, et puis vous y allez. Ça fait une baguette avec condensateur. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Si c'est en bois, là, effectivement, il faudrait la traversée d'une file de cuivre pour que l'énergie puisse circuler à l'intérieur. Par contre, si vous voulez réveiller l'esprit du bois, là, il faut un bois spécifique, il faut respecter sa forme, il faut que la baguette soit sublimée, il faut qu'elle soit belle, puisque c'est c'est cette beauté, cette fierté que vous allez avoir de la prendre en main qui va vous rapprocher de l'esprit du bois en question. Ah oui, en fait, en gros, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure avec l'histoire du chat. C'est ça. Avec l'histoire du chat. Oui, tu sais, quand je te disais dans ton livre, en fait, qu'il y avait un passage. Les yeux de chat. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Exactement. Ouais. Et donc, il y a effectivement beaucoup de formes possibles de baguettes. Ouais. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que personne n'a raison.
où tout le monde a raison. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire que le bois doit absolument être tombé naturellement, d'autres qui vont vous dire que on peut le couper le bois, mais il faut que ce soit ritualisé avec les triples cercles et tout ça, qu'il faut au contraire avoir d'abord communié avec l'arbre pour pour qu'on ait l'autorisation de recevoir ça. Si on va dans une magie plus ancienne, en Grèce et dans la Rome antique, il aurait fallu que le bois soit foudroyé, puisque c'est comme ça que les dieux manifestent leur présence. Et on sait que ce lieu est sacré. Donc prendre une baguette sur un bois foudroyé, c'est s'assurer déjà qu'elle est magique. Alors, tout le monde a raison, tout le monde a tort. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez en faire. Moi, quand je cueille soit une plante, soit une branche, je passe du temps avec l'arbre et je pars du principe que je n'ai pas à aller le violer pour le forcer à me donner un bout de son bois, mais je vais lui demander. Donc, je vais faire comme le faisait Bach. Je vais aller m'asseoir à côté de l'arbre, je vais attendre, je vais voir comment je me sens. Est-ce que je sens la pulsation de l'arbre à côté de moi? Est-ce que je sens l'appel? Est-ce que quelque chose se passe? Est-ce que des oiseaux viennent se poser sur l'arbre à ce moment-là? Et comme ça, on s'approche, on s'approprie petit à petit l'un l'autre. Et à un moment donné, je sais que je peux. Et donc, du coup, je peux prélever la branche en question. C'est hallucinant, c'est passionnant. Marc? C'est un respect de la nature et des rythmes qu'elle nous donne. C'est à l'époque jamais ça serait venu à l'esprit de quelqu'un d'aller dans la forêt, de couper une branche et fini, basta. Il y avait un respect qui était dû parce que les arbres sont ceux qui hébergent les esprits. Donc du coup, vous allez vous mettre l'esprit à dos, soit de l'arbre, soit de ceux que vous dérangez. Oui. Donc c'est très important d'avoir l'accord. Et c'est pour ça que j'aime pas acheter le bois, parce que quand on achète le bois, alors il y a des essences comme justement les essences exotiques, j'ai pas d'autre choix. Donc du coup, c'est plutôt dans la deuxième phase, une fois que le bois a été tourné, que je me rapproche de l'esprit de l'arbre. Mais autant que possible, je préfère voir l'arbre vivant et puis lui prendre ce qu'il veut bien me donner. En fait, tu fais une fabrication totalement artisanale, quoi. C'est de A à Z. Là, on ne peut pas plus artisanal. Plus artisanal, il faudrait que j'aille planter l'arbre. Carrément. Oui. Et encore, il y a un arbre que j'ai planté quand j'étais tout jeune, mais on a vendu la maison. Régulièrement, je passais devant et je me demandais si je pouvais pas aller sonner pour cueillir une branche de cet arbre-là. Mais bon, on va pas pousser jusque-là. Mais ce serait, tu vois, là, on aurait un combo parfait. On formerait le duo parfait, parce que c'est vraiment l'arbre que j'ai planté, que j'ai vu grandir, etc. Donc il y a déjà un affect très fort sur l'arbre, donc sur ce bois-là, et donc la baguette serait encore plus liée à moi. Eh oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, le lien. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le lien, ouais. Et souvent ce lien, je vois qu'il passe par la beauté, par l'aspect extérieur, et c'est très important. C'est pour ça que les baguettes vite faites ou qui ne correspondent pas parce qu'on vous l'impose à la forme que vous voulez, je trouve ça toujours très très difficile de travailler, parce que en magie, on cherche à réveiller quelque chose dans l'être. C'est pour ça qu'on fait un rituel, qu'on fait une cérémonie. On cherche à réveiller quelque chose dans l'être, quelque chose de magique et qui justement vous fait passer d'un état à un autre. Donc, si au moment de prendre votre baguette vous dites Burke, on aura du mal à se rapprocher de cet état-là. Par contre, si la baguette elle est belle à vos yeux, j'entends. C'est vraiment ce que moi je vais trouver beau, certains vont le trouver laid, et vice versa. Mais si l'outil que vous prenez vous plaît, quel que soit son aspect, mais qu'il vous plaît, vous allez être rempli d'honneur en l'apprenant, et ça va créer d'autant plus une force magique à l'intérieur de vous. Oui. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous voulez faire un hôtel, ne le faites pas vite fait. Prenez le temps, et le minimum sur l'hôtel, voilà, c'est les quelques outils de base. Et même là encore, si vous faites un hôtel à une divinité, la première des choses, trouvez une représentation de la divinité, et rien que ça, commencez déjà avec ça. Ensuite, vous avez le bol d'offrande et tout ça, mais le bol d'offrande, c'est pareil. Vous allez prendre le temps de trouver le bol d'offrande que vous trouvez beau et qui correspond à l'esprit que vous voulez, avec lequel vous voulez travailler. Et c'est pareil avec la baguette, c'est pareil avec la tamée. Il faut que ces outils-là vous soient propres. Alors, vous pouvez effectivement les faire vous-même, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais si je le fais moi-même, je le trouvais moche et ça ira pas. Et c'est vrai. Si vous le faites et que vous le trouvez raté, ça ne marchera pas.
vous allez travailler avec un outil qui est déjà biaisé dans l'utilisation. Et puis en plus, si tu es encore plus perfectionniste, hein, bah, je te dis pas la complexité. Voilà. Si en plus tu es pointilleux mais que tu sais pas forcément faire, ouais, on peut apprendre la technique, mais Tu seras jamais satisfait, quoi. Exactement. Donc autant laisser faire les pros. Oui, dans la mesure du raisonnable. C'est-à-dire que c'est pas forcément comment. Alors voilà, c'est une histoire que je raconte souvent. J'ai quelqu'un qui était venu me voir pour une baguette et qui me dit voilà, je suis grand maître de machin, grand hiérophante, etc. Il m'a donné son CV spirituel et il m'a dit voilà, il me faudrait une baguette à ma hauteur. Alors je regarde, je regarde toujours le ciel. N'est-ce pas Voilà, donc je sais qu'il s'imaginait limite une baguette en or clinquant avec avec des strass partout et des diamants, et au final il a eu une baguette extrêmement simple, mais vraiment très 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 simple, hein, et il en a été vexé, extrêmement vexé. Hein. Je crois que c'est une baguette en citronnier, si je me rappelle bien, parce qu'elle était très jaune avec une fente noire. Ça devait être du citronnier, et oui, il en était très très vexé, et il me dit mais elle est où la beauté là-dedans? Non. Je dis pas, toute la beauté elle est à l'intérieur, parce que votre baguette elle est creuse, elle est remplie de feuilles d'or. Donc je pense qu'il l'utilise encore, mais il y a eu comme une petite leçon que la nature lui a donnée là. Ah mais en fait tu as vraiment des gens particuliers quand même, hein. Alors il y a de tout dans ce monde, hein. Effectivement. Le truc c'est que je prends toutes les personnes au sérieux, parce que ça correspond à une demande au moment où ils posent une question. Et cette demande, elle se doit d'être respectée. Même si moi je trouve ça farfelu, pour la personne c'est quelque chose qui est sérieux à ce moment-là. Et donc du coup, je me dois de la respecter. Donc je les prends tous au sérieux, même si parfois ça me fait sourire. Le sourire reste intérieur, mais je reste sérieux et je vais mettre le même soin dans la baguette que si j'étais investi par une mission de vie. Hein. Je fais souvent des baguettes par exemple pour les enfants. C'est quelque chose que j'adore faire parce que les enfants ils ont cette magie naturelle en eux, et là j'ai quelqu'un qui justement a eu une baguette il y a un an à peu près et qui a brisé un cristal, un des deux cristaux de l'extrémité, et son grand-père me disait, elle était en pleurs, elle était inconsolable, elle a dit la baguette va plus marcher, elle a dit je vais la faire réparer, mais non, personne peut la réparer. Donc j'ai dû lui expliquer que justement je ne vais pas réparer la baguette, je vais reprendre tous les éléments et je vais la transformer pour en faire une nouvelle baguette qui sera encore mieux que la précédente. Mais du coup on a pris l'image, elle va rentrer en clinique et puis on va la soigner, on va prendre le temps, on va lui donner tous les médicaments qu'il faut, hein, donc on va remettre des plantes et tout ça, et après on va ressortir la baguette, donc elle sera peut-être pas exactement comme celle qu'elle avait avant, mais par contre elle sera toute neuve et elle pourra de nouveau avoir sa copine pour jouer. Ah ouais, donc en fait c'est impressionnant, même les enfants sont... Les enfants rentrent à fond dans ça, à fond dans ce jeu-là. C'est vraiment, y a aucune barrière chez eux. Ils ont un imaginaire complètement libre, sous réserve qu'il ne soit pas absorbé par les écrans à outrance, voilà. Et ça je le vois très très bien. Ceux qui ont encore appris à rêver et qui prennent encore le temps de rêver, ils rentrent à fond dedans, mais vraiment à fond dedans. La puissance du pouvoir de l'intention, tu vois, de la magie intérieure, de cette envie, voilà, de faire vivre ça réellement. Alors justement, on va parler de tout ce qu'on peut en fait retrouver sur une baguette. Et j'imagine que tu as des personnes qui te commandent, ou même pour toi, des gens qui te demandent des symboles particuliers. Oui. Alors généralement, peut-être même des phrases ou des mots. Des phrases, parfois dans des alphabets, parfois des choses que je connais pas non plus, hein, dans les alphabets que je connais pas. Donc là, j'ai toujours besoin qu'il m'explique ce que ça veut dire, parce que je peux pas graver sur une baguette quelque chose que je ne comprends pas. C'est pas possible. Toujours la conscience en fait. C'est toujours la conscience. Ça c'est le maître mot. Je dois être conscient de ce que je fais, et c'est cette attention constante qui va rythmer mon travail. Si je me sens pas à l'aise à un moment donné, je pose et je passe à autre chose et je reprendrai plus tard.
C'est vraiment, ou alors par exemple si je suis en train de, on va dire les finitions de la baguette, je les fais pas à la cave, je les fais à mon bureau parce que j'ai deux grandes fenêtres, j'ai la lumière, j'ai tous les outils à proximité pour faire tout ce qui est finesse. Et la journée, je suis seul. C'est-à-dire j'ai pas Ambre, Julie n'est pas là non plus, elle travaille. Et là en ce moment, donc c'est télétravail et Ambre, elle est là souvent, hein, puisque au collège, il n'y a pas beaucoup de profs qui viennent régulièrement. Donc du coup, elle est là souvent et du coup, il y a des choses. Parfois, je suis obligé de m'arrêter, parce que je suis pas dedans. J'entends quelqu'un marcher, je suis pas dans cet état-là. Et donc je suis obligé d'attendre. Alors des fois je le fais à 20h, 22h. Des fois j'ai une insomnie, à 2h du matin, je vais me lever et puis je dis tiens oui c'est le moment. Puis je vais faire la baguette qui était réservée plutôt à une énergie lunaire. C'est le moment. 2h du matin, on est en pleine nuit, la lune est haute dans le ciel, c'est le moment de le faire effectivement. C'est fou. Et c'est cette conscience effectivement. Alors là effectivement on a maintenant 5 chats. Ils sont à la fois perturbateurs mais ils sont toujours là. Et ils t'inspirent aussi quelque part. Ils sont toujours là, hein, c'est-à-dire que et je peux savoir l'énergie de la baguette selon le chat qu'elle a attiré. Ah oui. Et on a 5 chats, 5 caractères différents, 5 gabarits différents aussi. Hein. J'ai un chat noir qui est un ange et j'ai un chat blanc qui est un vrai démon. Ah oui. Donc, du coup, je sais tout de suite quelle va être l'énergie de la baguette selon le chat qui va être attiré, parce qu'il n'y en a toujours qu'un qui va venir. Ah, donc tu as aussi donc tu as accès à tes animaux, enfin notamment à tes chats, pour pouvoir te donner un petit peu une orientation. Ah oui, oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu changes d'état, tu passes dans ce qu'on appelle le temps sacré, et à ce moment-là, tout ce que tu fais prend un sens, et tout ce que l'environnement te révèle va prendre un sens aussi. Et te donner en fin de compte la personnalité de cette baguette. Voilà, la personnalité, ou parfois ce que je dois rajouter ou retirer. C'est quand 3 fois j'essaye de placer une aigue marine sur une baguette et qu'elle me tombe des mains ou que ça tient pas ou que j'ai percé trop profond. Bon c'est pas cette pierre-là. Je me repose, je me recentre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Tiens, j'ai foré exactement à la taille d'une obsidienne céleste que j'ai là de côté depuis à peu près 1 an. Je sais que je vais devoir prendre cette obsidienne-là pour pouvoir la mettre dedans. Oui. C'est tout prend sens. Une fois que tu es dans cet état-là, tout ce qui se passe va prendre un sens. Et mais parfois même des choses complètement anodines. Hein. C'est vraiment. Par exemple, je faisais une baguette cet hiver et il y a un rouge-gorge qui s'est posé devant la fenêtre. J'étais en train d'incruster des grenats almandins dans la baguette, donc rouge, une pierre rouge. J'ai voilà, ok, j'ai confirmation. Ce que je fais est en adéquation avec ce que l'univers me révèle. Mais comment tu as appris en fin de compte? C'est instinctif tout ce que tu as fait? Alors il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de travail personnel, il y a beaucoup de lecture aussi, hein, mais surtout d'application de la lecture. C'est-à-dire que je ne laisse rien dans le domaine théorique. Si je le lis et que ça m'intéresse, je le pratique. Et ça, c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de métiers, hein, le travail de la terre, du métal, du bois, du verre. La taille des cristaux, enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Il m'en resterait encore un, c'est la forge du métal pour faire les atamés, mais là j'ai ma femme qui s'oppose. Mais oui, c'est assez particulier. Hein. Je prends déjà beaucoup de place dans la maison. Oui, j'imagine ton atelier, waouh. Alors c'est mes ateliers plutôt. En plus, est-ce qu'un jour on aura l'immense plaisir de découvrir tes ateliers? Ou c'est vraiment quelque chose de secret que tu veux garder pour toi? J'ai une partie réservée, vraiment secrète. C'est toute la partie vraiment création où moi justement je change d'état. Et après il y a la partie finalisation où là du coup c'est comme je dis c'est le bureau, c'est à côté. Donc là c'est autre chose. C'est un poste qui est c'est le point final. Là oui ça je l'ai pris en photo d'ailleurs pour le magazine d'Alliance Magique. Il y avait d'ailleurs un chat sur la photo, hein. Impossible d'avoir une photo sans chat. Et mais le reste, ça reste secret. Ouais. C'est la partie réservée aux lutins. Ah, donc dans ta pratique, tu es très esprit de la nature également. Hein, je remarque. Je suis énormément là-dessus. Oui, c'est vraiment. Même si j'habite en ville, j'ai quand même la nature qui est à proximité. Hein. J'ai quand même leurs esprits qui sont toujours là. Ils m'accompagnent. Je travaille que des produits naturels. C'est très rare que que j'utilise quelque chose qui ne soit pas naturel. Donc j'ai toujours
Quand je travaille la cire d'abeille, la cire, c'est pareil. Quand je la travaille, j'imagine les abeilles qui volent, je les revois aller butiner les fleurs, et rien qu'en travaillant, voilà, la cire, ce sont je dirais les visions, les souvenirs qui me reviennent. Mais tu as appris tout seul à tailler le bois? Oui. Ouais, autodidacte. Ouais, autodidacte, ouais. Pas de formation. Non. Ah ouais. Non, j'ai acheté le tour à bois, j'ai acheté les ciseaux et puis j'ai commencé. Hein. J'ai regardé beaucoup de ratés évidemment, mais oui, non, c'était tout seul. Pour la céramique, j'ai quand même dû prendre 2 cours parce que il y avait trop de choses techniques que je connaissais pas sur la matière en elle-même. Mais oui, le reste c'est appris tout seul effectivement, oui. À force de faire. C'est vraiment ça. C'est pour ça quand j'entends des gens qui me disent tout le temps, oui, mais j'attends d'avoir ci, j'attends d'avoir ça pour commencer. J'avoue que ça m'horripile parce que il faut commencer avec ce qu'on a déjà et travailler, commencer à expérimenter. Je cite souvent Saint-Exupéry parce qu'il a une phrase qui résume très bien la situation. Il disait que à force d'attendre la configuration ou le matériel parfait, on s'expose à devenir fainéant. C'est vrai. Et je pense que c'est exactement le cas. À force de repousser, on finit par ne plus le faire et on rate quelque chose. Et oui, c'est pour ça que la pratique est importante. La pratique, c'est la première des choses, effectivement. Il faut pas pratiquer n'importe comment, pour ça qu'il faut quand même un minimum de connaissances livresques pour ne pas faire de bêtises, mais il faut pratiquer, ça c'est obligatoire. J'ai plein de gens qui me demandent comment je peux développer mon don de médium ou vendez-moi quelque chose pour m'aider à développer ça. Formation express en 2 jours. Voilà. C'est ça, voilà. Donc, la première des choses, il faut travailler le ressenti. Ça s'apprend. Il faut travailler les sens. Il faut toucher différentes textures, mais en étant attentif à ce qu'on fait, rester conscient sur chaque chose, chaque geste. C'est très important. Et si on le fait pas, on reste dans du livresque. Et effectivement, le jour où on doit se mettre en pratique, on a effectivement tout le matériel le plus parfait possible, mais on n'arrive rien à sortir avec. C'est tout comme si on ne comprend pas la moindre chose que l'on fait. Ça n'a pas de sens non plus, donc ça peut pas opérer. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup de mal à expliquer aux gens. Ils pensent que la magie se trouve dans le meilleur matériel, le meilleur encens. Enfin, c'est vraiment devenu en ce moment, c'est la société de consommation. Donc ça devient exponentiel comme pratique. C'est vraiment, oui, je veux la plus belle baguette, je veux le plus bel atamé, je veux le plus bel hôtel, je veux un hôtel sur mesure, etc. C'est vraiment, ça peut se comprendre, mais et c'est bien aussi, mais il faut que la personne comprenne que quand elle prend ça, ça symbolise ça. Quand elle va faire ça, ça représente ça. Quand elle va prendre le bol à offrande, eh bien, elle se retrouve avec un utérus dans les mains pour pouvoir offrir quelque chose de son être. C'est vraiment des choses qu'il faut avoir en conscience. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le rituel est un psychodrame théâtral, parce que c'est pas dans l'outil que ça va fonctionner, c'est dans l'intérieur. À moins qu'on pratique une magie liée directement aux propriétés de la matière. À ce moment-là, c'est un petit peu différent. Mais par exemple, l'atamé, vous avez comme pour le millepertuis et tout le reste, c'est valable pour les cristaux aussi. Vous avez les vertus naturelles de l'atamé qui sont là pour dissoudre les énergies. Donc là, il faudrait que la lame effectivement soit double, tranchante, l'idéal en fer naturel, pour que justement elle dissolve les énergies. Mais par contre en Wicca, on va se servir de l'atamé pour concentrer l'énergie. Donc l'outil a une fonction complètement différente. Et là, on sort du cadre naturel du matériau. On va vers un cadre plus analogique ou carrément l'esprit pour concentrer cette énergie. C'est vraiment la conscience de comment on va travailler. Mais les gens n'ont pas conscience de ça du tout. Je me rends compte à l'usage qu'effectivement les gens sont des consommateurs et donc du coup ils veulent des rituels tout prêts, ils veulent du matériel tout prêt, ils veulent des packs, des kits, mais pour ça que moi je les embête toujours. Il faut que vous compreniez ce que vous faites, mais c'est quelque chose qu'on était censé apprendre déjà à l'école. Quand vous faites des mathématiques, on vous demande de comprendre ce que vous faites, pas d'apprendre bêtement les mathématiques. Une fois que vous avez compris le mécanisme qui est sous-jacent à tout ça, le sens, ça se fait tout seul, effectivement, mais c'est vrai que avec
toute la consommation qu'on peut avoir, c'est difficile. Hein. C'est vraiment. Disons qu'il y a une complexité dans ce milieu aussi, c'est qu'on a envie de tout connaître, de tout savoir, de tout découvrir, et donc on est à fond dans un sujet. Après coup, on passe à un autre sujet. Oui. Ça, je pense que c'est une énorme complexité dans ce milieu. Alors, je pense que c'est aussi nécessaire de se perdre. Puisque c'est souvent en se perdant qu'on retrouve vraiment ce qui est important. Et c'est là qu'on va trouver un petit peu sa spécialité ou sa forme magique qui correspond bien. Donc c'est bien d'aller explorer d'autres horizons, mais pas vouloir tout faire en même temps. C'est ça. Ça ne marche pas. Hein. C'est comme je l'expliquais, enfin je l'explique souvent quand j'en parle. Moi quand j'ai commencé, c'était beaucoup d'astrologie, énormément. Et après oui, ça, ouais, j'ai suivi tes cours. Oui, voilà, ouais. Énorme. T'as pu commencer, ouais. Et je pratiquais énormément l'astrologie. Puis après, je suis allé voir dans toutes les autres mancies. Et j'en ai fait énormément et à haut niveau. Et à chaque fois, je me rends compte que je revenais toujours avec des analogies planétaires ou des analogies avec les signes, toujours raccrocher l'astrologie à d'autres mancies. Et donc, du coup, je me dis bon bah, je vais arrêter les autres mancies et je vais me concentrer sur l'astrologie. Mais ouais, c'est exactement ce qui m'arrive. C'est ça. Il y a quelque chose. Effectivement, on est allé voir ailleurs, on se rend compte que c'est pas pour nous et on revient vers quelque chose, soit qu'on connaisse, soit une nouveauté. C'est fou parce que c'est vrai ce que tu dis. Hein. On essaie d'explorer plein de choses, mais en fin de compte, on revient toujours à ce qui nous a pris au cœur au départ. Pas forcément au départ. Ah ouais, parce que moi, l'astrologie, il y a un moment donné où ça accroche, quelque chose accroche. Et on se dit bah là il y a ça. Alors ça n'interdit pas d'aller chercher dans les autres cultures un autre sens à ce qu'on fait ou d'autres matériaux, d'autres plantes. Par exemple, moi je dis que je me rassemble sur les plantes de plus en plus locales pour le travail magique et pour les baguettes, les constructions et tout ça. Mais pour les rituels c'est pareil. Par exemple en Oudou on va avoir beaucoup de plantes mais qui viennent d'Amérique ou même d'Amérique du Sud. Chez nous, c'est difficile de les trouver, ou alors elles ont pas comment dire ça, on n'entre pas en résonance de la même manière avec. Oui, parce que c'est pas notre culture. Parce que voilà, c'est pas notre culture, on n'a pas cette approche-là, c'est pas aussi inné, voilà. Alors que si on prend les équivalents mais chez nous, eh ben ça fonctionne encore mieux. Alors que la plante, elle est moins connue pour ça. Ah oui. Donc en fin de compte, tu revois entièrement par rapport à ta propre culture une pratique. Voilà, c'est ça. Je parlais du millepertuis tout à l'heure. Il a donc des propriétés naturelles, il a des analogies planétaires, donc le soleil, mais on se rend compte aussi que c'est une plante qui, quand elle est utilisée dans un rituel de désenvoûtement, c'est pour moi une des plus puissantes. Et ça m'est venu parce que j'ai un paysan qui racontait des histoires. Il était dans l'univers de Steiner et donc du coup il allait d'école en école et puis il racontait un petit peu des contes aux enfants sur les plantes et tout ça. Il était très proche de la nature et un jour il m'a raconté que le millepertuis c'est la plante qui a poussé au pied du Christ quand il a été sacrifié et qu'il a recueilli son sang. C'est pour ça que le jus du millepertuis est rouge. Et que du coup, le diable, il est venu le soir, il a été tellement jaloux de cette plante, que cette plante puisse accueillir comme ça cette énergie aussi puissante, que pour se venger, il a pris une aiguille et il a perforé les feuilles de 1000 trous. Et c'est pour ça que quand on regarde une feuille à la lumière, on voit qu'elle est perforée, millepertuis, elle a 1000 trous. Et donc du coup, effectivement, la plante, le millepertuis, de par son énergie, on va dire entre guillemets christique, va chasser justement tout ce qui est ténèbres. D'accord. Et cette symbolique-là, voilà, se retrouve aussi dans le côté antidépresseur, et va se retrouver dans la symbolique solaire de ces analogies. Non, mais je trouve ça dingue, en fin de compte, toutes ces corrélations, quoi. C'est une sagesse ancestrale. Il suffit, comme on dit, il suffit d'écouter les vieux. Ils vous racontent des histoires que les jeunes ont oubliées, et ces histoires, des fois il faut juste les écouter, mais presque au pied de la lettre. C'est oui, ça servait à ça, on prenait ça pour faire ça, on faisait ça, et puis après moi ça fait tilt, et je me dis tiens, il y a peut-être moyen d'explorer quelque chose là. Oui, on pourrait peut-être essayer, hein. Ouais, c'est quand j'étais petit.
J'habitais donc dans la campagne et on habitait donc au bord de la Sarre. Donc c'est une rivière et chaque fois que cette rivière fait une espèce d'anse, elle ralentit dans sa vitesse et ça stagne et donc du coup ça crée une espèce de marécage autour. Et quand c'est la saison, il y avait des champs pleins de rennes des prés autour de nous. Mais alors quand je dis des champs pleins, c'est vraiment des champs pleins. Et je ne sais pas si vous avez déjà senti la reine des prés, elle a une odeur forte, très 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 forte. Et il suffisait d'ouvrir les fenêtres et on sentait cette odeur à 2 kilomètres. C'était très 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 fort. Mais c'était en même temps une odeur très entêtante et on ne pensait plus qu'à ça. Et du coup, j'allais en cueillir régulièrement, je travaillais avec, je méditais, j'en faisais des infusions et tout ça. Donc après, on regarde les propriétés médicinales aussi. Et en fait, c'est une plante qui est extrêmement lunaire, mais vraiment très très lunaire. Elle a une influence sur le psychisme qui est très très fort. Et donc du coup, je l'utilise beaucoup, mais dans les encens de médiumnité justement, parce que ça a une influence sur toute la sphère des pensées, du psychisme. Et alors que normalement, elle sert pas à ça. Tu as été dopé aux plantes en fait. Ah oui, moi j'étais dopé aux plantes. Voilà, tu es comme Obélix avec la potion, mais toi c'est les plantes quoi. Voilà, c'est ça. Vers août-septembre, on avait la spérule, donc du coup on allait cueillir la spérule. Oui. Une partie partait dans le vin et l'autre partie partait dans les productions de parfums, d'encens et tout ça. Oui, c'était. Oui. Chaque saison, j'avais des parfums différents. On allait cueillir à la Saint-Jean, on allait cueillir les noix vertes, effectivement, pour aller les mettre dans le vin ou dans le schnapps, comme on dit chez nous, hein, l'alcool. Et ça fait alors un élixir de soin pour l'estomac qui est extraordinaire et qui marche mieux quand il est cueilli à la Saint-Jean que quand il est cueilli à un autre moment. Et tu vois, c'est ça que je trouve dingue. C'est pour ça, en fin de compte, qu'il y a autant d'importance sur, le fait qu'il faut cueillir à tel moment, avec telle planète autour, et on se rend pas compte en fait, parce qu'on se rend lit pas ça. compte, mais c'est du dans du la foie pratique, sang. C'est vraiment du foie sang. Enfin pour moi la magie est indissociable de l'astrologie. Ouais. C'est indissociable. Alors après c'est pas forcément devenir un cador de l'astrologie, hein, mais des choses basiques comme chercher simplement. Alors de toute façon en magie vous le faites naturellement avec les phases de la lune. Oui. Vous le faites déjà naturellement. Mais après on peut monter le curseur encore un petit peu plus haut. On peut aller chercher dans quelle demeure lunaire se trouve la lune à ce moment-là. Parfois, il suffit d'attendre un jour et puis le lendemain, la lune, elle est dans une demeure qui est encore plus favorable. Donc le rituel marchera encore mieux. Et pourtant, je serai toujours encore en lune croissante ou décroissante. Et oui, d'accord. Parce que la planète est arrivée, quoi. La bonne planète. Parce que la bonne configuration est arrivée, ouais. La lune, en fait, il faut la voir comme un peu comme le circuit lymphatique des énergies de notre cosmos, puisque en un mois, elle va faire le tour du zodiaque. Ce qui fait qu'en un mois, elle a visité, rencontré tout ce qui se passe au-dessus d'elle. Et elle va le garder, et sa fonction, c'est de transmettre ses influx sur la Terre. C'est pour ça qu'on parle de monde sublunaire et de monde superlunaire, c'est-à-dire que on a au-dessus de nous quelque chose, en dessous de la Lune, il y a autre chose, il y a nous en fait, et la Lune fait le messager entre ces deux mondes, et selon la position qu'elle prend, eh bien elle va pouvoir relâcher un message plus saturnien, relâcher un message plus joyeux, plus solaire, ou alors au contraire quelque chose de plus martien, plus agressif, mais qui peut être nécessaire quand on a un procès en cours ou qu'on a à se défendre contre quelque chose. Donc ça peut être nécessaire, et selon la manière dont elle se place, elle va montrer une autre facette, tout simplement. D'accord. Est-ce que c'était déjà arrivé donc de faire des thèmes de tes clients pour être certain, en fin de compte, que la baguette que tu es en train de leur construire, de leur concevoir, parce que c'est leur souhait, et on dit voilà, je veux tel bois, je veux telle chose, pour être certain qu'en fin de compte, il y aura vraiment un lien qui va s'opérer entre eux, ou alors pas du tout? Alors oui, ça c'est des choses qui se font assez couramment, surtout quand j'ai l'occasion de le faire en amont. Mais après, il faut savoir sur quoi on veut travailler aussi, parce que vous avez dans le thème des faiblesses. Est-ce qu'on choisit de travailler sur les faiblesses? À ce moment-là, on va avoir ça a besoin de temps pour voir les effets. Ça passe souvent par des crises thérapeutiques, hein, donc du coup, ça revient à changer un schéma qu'on a adopté depuis longtemps, et donc du coup c'est comme de forcer un malade à remarcher. Il y a un temps de latence pendant lequel ça marche pas comme il faut, ou alors au contraire on appuie sur les points forts, et à ce moment-là on oublie de travailler le point faible, mais justement on va de l'avant tout de suite, et on va comme ça vers quelque chose qui est plus confortable, mais qui fait pas un travail de fond.
C'est deux choix qui sont faisables. T'as déjà fait un petit test comme ça d'un client où justement tu t'es dit tiens je vais fabriquer une baguette qui est complètement à l'opposé de ce qui pour voir justement le ressenti ou la réaction, pas du tout. Alors Non. je ne teste pas sur mes clients, mais mais avec moi oui, j'ai déjà fait des tests comme ça. Oui. Ouais. Bah, en fait c'est j'ai travaillé un temps en magasin bio et j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui était un humain imbuvable, mais vraiment une raclure de l'humanité, mais qui avait une approche sur les huiles essentielles qui était extraordinaire. Et j'ai toujours pas compris comment c'est possible, mais il avait une approche le jour et la nuit. Hein, c'est vraiment, il considérait l'humain comme étant à son service. Enfin vraiment, je sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps. Mais il m'a transmis effectivement une connaissance des huiles essentielles qui est tout sauf regarder la chimie de la plante en question. C'était vraiment très au ressenti, mais selon trois approches. Hein. La plante de confort, c'est celle qui t'attire de premier abord. L'anti-plante. C'est la plante justement qui te révulse le plus, et t'as une plante médiane qui est la plante de travail où là du coup elle fait un petit peu le lien entre les deux, et il te disait que si tu es mal, tu vas prendre la plante qui t'attire naturellement et tu vas te sentir mieux, c'est-à-dire juste en la respirant, voire même en tenant le flacon, ce qui était pratique parce que moi c'était la rose. Alors à 40 € le millilitre, j'avais pas envie d'utiliser. Oui. Et j'avais l'anti-plante qui était le ravensart qui pue selon moi. Et du coup chaque fois que je prenais ça, effectivement il y avait un vrai malaise qui se créait, hein, mais vraiment je me sentais pas bien. Et il expliquait toujours que ce malaise là c'est justement parce que la distance à parcourir entre les deux est extrême, et que il faut y aller progressivement. Donc soit on diminue les temps de mise en contact, soit on trouve une plante qui fait le lien entre les deux, et du coup on se libère doucement de la fleur, hein, et puis on va plus doucement vers quelque chose de plus brut. Et les baguettes c'est la même chose, ou les talismans c'est la même chose aussi. Si vous travaillez sur un talisman qui fait jouer vos forces, vous êtes dans une situation de confort, mais c'est superficiel. Ça travaille pas sur le fond, ce qui fait que sur le long terme, c'est pas forcément ce qui va vous correspondre. Alors que si vous travaillez sur vos faiblesses, là, on fait remonter une planète qui est faible, et donc du coup, ça va forcément bouger un petit peu les choses dans votre vie, dans votre être, dans le ressenti, selon comment c'est travaillé, et ça secoue forcément au passage. Donc parfois, il faut plutôt commencer par une baguette, un outil, un pendule, un talisman, d'une planète intermédiaire entre les deux. Ouais, pour éviter que ce soit trop brut d'un coup, quoi. Voilà, c'est ça. Après, c'est aussi une nature. Il y a des gens qui resteront toujours dans leur confort, et il y a des gens qui, pour que ça marche, il faut que j'en bave le plus possible. Enfin, ils se font offense, quoi. Ils se font violence, et c'est voilà. Donc ça correspond à un tempérament, ce qui fait que la personne effectivement qui me dit moi je veux que ça bouge, hein, en gros. Donc du coup là, on peut y aller, on peut brusquer un petit peu, hein. Ah, en fin de compte, c'est vraiment aussi lié à la personnalité du praticien, quoi. Voilà. Il y a un mix des deux, en fait. C'est pour ça qu'il faut que, au minimum, vous sachiez à quoi la baguette va répondre. Et c'est pour ça que je mets toujours les baguettes en photo aussi, et toujours la photo de la baguette en question. Même si c'est des trois modèles qui se ressemblent, je vais toujours mettre baguette numéro 1, 2 ou 3 pour que les gens puissent vraiment se connecter à la baguette et voient cette baguette en particulier. Pas le modèle tel ou tel, quoi. Ils ont cette baguette là et c'est celle-là qu'ils auront. Ah oui, et donc en fin de compte qu'ils aient une sorte d'appel en le regardant, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple, j'en ai fait des baguettes de main, donc ça c'est des petites qui font 15 cm et qui sont faites plutôt pour les thérapeutes ou pour les gens qui n'ont pas de place, qui veulent ranger ça dans des petits hôtels ou tout ça, donc elles sont toutes petites, et je suis en train d'en faire, et puis du coup je prends la photo, je monte sur Facebook ce que je fais, et j'ai une personne qui m'a limite harcelé, hein, gentiment, mais dire moi c'est cette baguette que je veux, c'est celle-là que je veux, etc. J'ai dit mais je peux même pas, celle-là elle est offerte à quelqu'un, je peux même pas, c'est pas possible, et la pauvre elle a dû attendre je crois 3 mois que j'ai terminé d'en faire d'autres, où elle a ressenti le même appel de nouveau. Ouais. Mais effectivement, c'est le même modèle, hein, le même style, mais j'en ai fait 4 en cuir violet, et elle a flashé sur celui-là, pas sur les 3 autres. D'accord. Ah, c'est fou ça. C'est parce comme quoi, ça c'est un vrai appel là. Bah c'est
il y a une énergie qui s'en dégage, une énergie qui est extrêmement unique. Chaque baguette est unique. C'est vraiment, même si elle est faite par la même personne au même moment ou à 2 minutes près, la personne n'est plus dans le même état, on a changé quelque chose, la baguette aura toujours une énergie unique. Même si ça peut se ressembler, il y a quand même une personnalité unique. C'est comme dans une fratrie, les trois vont se ressembler parce qu'ils ont des gènes en commun, mais par contre ils vont pas avoir le même caractère. Et c'est pareil. Oui. Non, vas-y, fini. Je disais, puis la personne du coup va être plus attirée par le caractère de cette baguette ou celle-là ou celle-là. Et comme c'est quelque chose qui est vibrant, on n'est pas sur un objet inerte. C'est vibrant, donc du coup les personnes peuvent se connecter à distance avec une simple photo. C'est vraiment avec l'expérience, on voit que ça fonctionne très très bien. C'est vraiment des fois c'est même spectaculaire, ouais. Où les gens non mais j'en veux pas une autre, je veux vraiment celle-là. Et quand ils la prennent en main, j'ai quelqu'un qui me dit je suis tombé à la renverse. Ah oui, c'est vraiment ce qu'il appelait. C'est dingue. C'est magique. Ah mais complet hein. Et justement, est-ce qu'il y a aussi des consécrations qui sont personnalisées par rapport au type de baguette, de personnalité Voilà, en fin de compte, on conserve une consécration traditionnelle. Ça, ouais, non, là, ça dépend de la baguette et ça dépend de la personne et de comment elle a été fabriquée. Une baguette avec des symboles nordiques, par exemple, sera toujours plus à l'aise avec une consécration aux dieux nordiques qu'à des dieux plus proches de nos cultures. Ouais. Ouais, donc ça c'est sûr. Une baguette où tu vas mettre des plantes américaines et il va falloir chercher un petit peu dans les rituels plutôt américains ou afro-américains pour qu'il y ait une résonance forte. Oui, c'est ça. Toi, je me posais la question, je me suis dit ce serait logique. Mais en fin de compte, voilà. tu as répondu. Après, tu as la consécration universelle, c'est celle aux 4 éléments. Celle-là, elle est. D'ailleurs, celle-là, elle serait bien, celle-ci, si par exemple tu prends une baguette que tu as conçue en écoutant l'esprit de la baguette. Oui. Ouais. Celle-là sera idéale pour ça, effectivement. C'est exactement ça. Et sinon, ça passe pour toutes les autres. Ça passe, on va dire. Mais par contre, une personne qui est chrétien fervent. Et qui me dit je veux une baguette. Tu en as ? Bah, j'en ai beaucoup même. Ah oui. Ah ouais, j'en ai même beaucoup. Rappelle-toi Moïse avec son bâton. Oui, c'est vrai, bah justement. C'est la baguette. Donc du coup, là, on fait une consécration où justement, on va rappeler les épisodes miraculeux de la Bible où un bâton ou une baguette ont été utilisés. D'accord. Tu vois, quand tu fais la consécration et que tu vas projeter de l'eau dessus, bah tu tiens ta baguette et tu vas dire tel Moïse qui écarta les eaux en deux, puisse cette baguette produire le même effet dans ma vie. Et tu visualises à ce moment-là tous les ennuis qui peuvent s'évanouir et qui littéralement s'ouvrent en deux pour que toi ta route soit dégagée, que tu puisses passer. En fait, plus tu personnalises, mieux c'est quoi. Plus tu fais en sorte que ça ressemble à la personnalité de la baguette et du praticien, mieux c'est. C'est ça, exactement. D'accord. Énorme. C'est comme avoir un animal de compagnie. Tu peux pas garder un animal qui crache contre toi, qui te griffe, qui te mord, qui n'est pas heureux avec toi. Oui, c'est vrai. Tu vois, il faut que tu aies un animal avec qui il y a une entente parfaite. Alors tu sais que dans il existe une sorte d'astrologie druidique, je crois, où en fin de compte, par rapport à ton mois de naissance, tu as un lien avec un bois particulier. Oui. Ça marche, ça ? Alors c'est compliqué, parce que l'astrologie druidique, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, il y a plus grand chose de vrai avec ce que c'était vraiment. Donc, je pense que là, on est quand même plus sur de la croyance. Mais pourquoi pas ? Si votre croyance là-dedans est forte, ça fonctionnera. On dit toujours qu'il vaut mieux travailler avec un outil faux mais qu'on croit juste, plutôt qu'avec un outil juste qu'on croit faux. Oui. C'est la croyance qui fait le tout, quoi. C'est la croyance, ton système de foi et de pensée, effectivement. Ouais. C'est comme je dis souvent, si tu prends ta baguette en disant Burke, ça marchera pas. Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi j'aime bien les modèles rectilignes, symétriques, bien taillés, bien propres, alors que d'autres ils aiment bien quand c'est biscornu, qu'il y ait des nœuds et tout. Voilà, c'est des personnalités. Généralement, j'imagine, c'est peut-être plus les sorcières, non ?
Ou je me fais oui, il y a beaucoup de idées. Wicca qui aiment bien voilà le côté vraiment très très naturel du bois et qui vont plutôt rajouter quelque chose sur la forme du bois. Mais c'est tout aussi respectable parce que justement ce qu'ils vont rajouter va respecter les formes naturelles du bois. Et si c'est bien fait, bah du coup ils vont avoir quelque chose qui est en adéquation parfaite avec ce bois. Et tu fais aussi les bâtons? Non, alors Non. simplement parce que je peux pas les expédier, c'est trop grand. Oui. Tout Donc bête. tu fais les baguettes, les pendules. Voilà, les baguettes, les pendules. Là, j'ai fait une série d'atamés en onyx. Oui. Non, pas en onyx, en agate, pardon. En agate, parce que je voulais un matériau naturel justement qui puisse se charger justement pour ce côté Wicca. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'en avais fait en bois justement pendant le Covid. Pendant la période où on était confinés, je tournais en rond, je disais qu'est-ce que je peux faire, et puis je me souvenais que j'avais un morceau de pommier justement, un gros morceau de pommier, et je disais je peux pas en faire des baguettes, ou alors faudrait que je coupe, enfin c'était compliqué, et du coup je dis bah tiens je vais en faire des atamés, et puis du coup voilà j'ai fait des atamés en bois justement pour que le matériau puisse se charger et que ça ne disloque pas les énergies, notamment pour la magie des fées, hein, où du coup il faut absolument pas de métal sinon ça les brûle. Et les atamés, voilà, c'était pareil, c'était un matériau naturel parce que je voulais pas qu'il risque de blesser un esprit en fait. Ah. Donc, Très respectueux, voilà. encore une fois. Ah, Oui. mais c'est toujours, c'est vraiment, c'est. On pourrait dire que ça, c'est le secret principal pour fabriquer une baguette. Alors, en tout cas, c'est le ça. mien. Voilà, Oui. en tout cas, c'est le mien. Hein. C'est respect et conscience. C'est le respect de chaque geste et la conscience dans chacun. Ça, pour moi, c'est là qu'opère la magie. Oui. Après, il faut un peu de travail, effectivement, mais c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. Alors, le premier livre sur les baguettes, il est très technique. Hein. Il est énorme. Oui, alors c'est vraiment, on va dire c'est le mode d'emploi avec les plantes et tout ça. C'est la deuxième partie. J'aimerais bien en faire quelque chose justement de plus do it yourself. Donc tu vas en faire un autre. Il y a une suite qui est prévue, mais qui paraîtra chez moi. Oui. Donc, tu nous tiens au courant, hein, parce que ça va être du lourd, hein. Il sortira dans 15 jours. Hein. Ah bah c'est récent. Ah d'accord, ok. Ah ouais, dans 15 jours là, aux alentours du 15-20 février, il devrait sortir. Et là, c'est plus tourné justement, faites-le vous-même. Et c'est pour ça que j'utilise des matériaux simples. Il n'y a pas besoin de tour à bois, il n'y a pas besoin de matériaux compliqués. J'explique comment faire les baguettes, justement celles que je fais avec Ambre pour les salons là, les baguettes pas chères, tout en respectant toute la philosophie magique qui est derrière et l'utilisation magique. Donc, mais plus justement pour faire comprendre aux gens que c'est pas parce que on a le meilleur bois, le meilleur cristal, que ça va marcher mieux. C'est plutôt voilà, faites-le vous-même, réfléchissez, quelle forme vous voulez, etc. Mais tout en restant simple. Donc là, du coup, ce sera moins technique. En termes de théorie, mais par contre ce sera pratiquement 100% pratique. Ouais. C'est vraiment créer votre baguette, même si vous n'êtes pas bricoleur. Alors justement, donc il sort d'ici une petite quinzaine de jours. Si jamais les auditeurs veulent te contacter, ils font comment? Alors ce sera via mon site, hein, tout simplement. Ouais. Ciel-éther.com. Ciel comme le ciel, éther comme ETHER, l'éther spirituel. Tu as aussi une chaîne YouTube, Monsieur Astrologue? Oui, faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Oui. Mais on attend avec impatience des vidéos. Voilà. Le pire, c'est que j'ai acheté du matériel pour le faire, que ce soit un peu plus joli, parce que la qualité est pas géniale, parce que je fais ça très artisanalement. Hein. Ça me vient, je prépare un petit peu, et puis voilà, je me lance, je fais comme ça vient, c'est spontané. Et donc du coup, bon, des fois la qualité est pas top, mais je me dis que, enfin, moi je m'en fous des followers, du nombre de followers, je m'en fous de cette dictature d'Instagram et tout ça. Si je fais une vidéo, c'est pour transmettre ce que je sais, et puis voilà quoi. Ceux qui sont pas contents, ils aiment pas et puis je m'en fous. Oui. Tu vis en fin de compte l'instant présent et tu fais les choses que tu as envie de faire. Ah ça c'est voilà. Et puis de plus en plus. Hein, donc du coup, je ne sais pas si c'est la sagesse de l'âge ou l'inconscience de la jeunesse qui se perd, mais je préfère la première. Je préfère la première. Non. Mais en tout cas, oui, je me rends compte que je dois arrêter de me contraindre. Hein. Il y a des produits que je faisais presque par contrainte. Où je dis non, faut que j'arrête parce qu'en fait je prends plus aucun plaisir à les faire, donc du coup je les arrête et je me concentre sur des choses voilà qui me font beaucoup plus plaisir et c'est là que les baguettes perdues sont réapparues. Hein. Et il reste quelques questions avant qu'on finisse l'émission, mon petit Marc. Ouais, pas tout. Alors j'ai vu page chapitre 9, journal de la création d'une baguette. Pour toi, en fin de compte, dans ce journal, les choses principaux que l'on devrait mettre.
quand on en fabrique une. Si je devais résumer une baguette, c'est qu'il devrait y avoir... Alors, à mon sens, il faut donc qu'elle vous plaise. De toute façon, ça c'est important. Donc, ne mettez rien avec lequel vous avez un sentiment de burk. C'est vraiment le mot qui me revient tout le temps, c'est ce burk. C'est-à-dire que si vous êtes vegan, ne mettez pas de cuir, ne vous forcez pas à mettre des plumes ou je ne sais quoi. Restez vraiment dans vos croyances, dans votre tradition, dans votre foi en ce que vous faites. Si vous aimez les pierres, mettez plein de pierres, mettez-en des brillants, mettez-en des... Par exemple, Ambre, elle est championne, on l'emmène à Sainte-Marie-aux-Mines, elle est championne pour vous repérer les fausses pierres. Elle adore que ça. C'est terrible. Elle voit une pierre, oh, elle est trop belle. Je dis bah oui, c'est une fausse. Donc mais ces outils vont avoir ces pierres-là. Alors elles ont aucune valeur entre guillemets énergétique, mais par contre quand elle les regarde, elle a ses yeux qui s'allument. Et c'est ça le plus important. Mettez ce que vous aimez dans cette baguette. Après, si vous voulez monter le curseur d'un cran, respectez les analogies planétaires. C'est-à-dire que la baguette, est-ce que vous en voulez une universelle? Là, en général, l'universelle, on prend le soleil. Parce que là, du coup, il est au centre de tout, les planètes gravitent entre les deux, à côté de lui, il est le point central, il émane une lumière universelle, c'est grâce à lui qu'on est en vie, etc. Donc, en général, c'est soleil, donc on va prendre des matériaux qui sont plus de nature solaire. Donc là, vous allez vous renseigner un petit peu sur ce qui est solaire, et puis vous allez assembler votre baguette avec des éléments que vous aimez, mais que vous allez trier entre guillemets en fonction des analogies. Si vous voulez quelque chose de médical, c'est-à-dire pour faire des soins, des traitements énergétiques, ce genre de choses, là vous pouvez rester effectivement sur le soleil. Si par contre vous allez chercher à travailler plutôt les sentiments, les émotions, creuser au fond des gens pour voir ce qui leur manque, lever leur zone d'ombre, bah là on va sur la lune. Donc du coup on va chercher des analogies lunaires. Si vous cherchez une baguette qui va vous servir à vous défendre, à vous protéger, bah là on va chercher des analogies saturniennes, etc., etc., etc. Mais toujours en prenant en faisant le tri dans ce que vous aimez. Des bois saturniens, il y en a plein, il y en a énormément. Mais par contre, tous ne vont pas vous plaire. Il y en a l'ébène, c'est noir, il y en a, ça va pas leur plaire. Par contre, il existe un ébène qui est blanc et noir, ou blanc et jaune. Il est magnifique. Et donc du coup, vous allez avoir les deux côtés. Et pourtant, ce sera saturnien. Mais à l'œil, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Et donc pour moi ça c'est ça. La première des choses c'est regarder et rester fidèle à ce que vous aimez et ce en quoi vous croyez. Vous faites une liste de tout et après vous triez ça en fonction des analogies. Et une fois que vous avez ça, après vous faites fabriquer la baguette, essayez de regarder les temps célestes. Le plus simple, ce sont les phases de la Lune. Ensuite, on rajoute les maisons de la Lune. Ça, c'est facile aussi. C'est un calendrier qui peut se trouver facilement. Et ensuite, il vient la consécration, la sacralisation, où là, du coup, on va réveiller l'esprit de la baguette. Et là, vous avez du coup trois aspects de la baguette qui sont réunis et qui font une baguette parfaite. On peut aussi lui donner un nom. Ça, pour moi, c'est très important. C'est bien que tu me le rappelles, parce que j'en parle pas trop. J'en parle un petit peu, mais parce que souvent ça paraît folklorique. Et non. Mais c'est vrai en fait. L'outil doit avoir un nom, tout comme tout ce qui vit doit avoir un nom. Et on dit toujours que ce qui vit à travers son nom. Ça se voit souvent avec les esprits. On cherche à connaître le nom de l'esprit justement pour pouvoir communiquer avec lui s'il est gentil, ou alors pour pouvoir le dominer et le chasser si c'est un vilain. Donc l'énergie et l'esprit obéissent au nom, et donc du coup il faut que votre baguette elle ait un nom. Ça c'est vraiment l'idéal. Généralement c'est un nom qui vient spontanément. Oui. Ça c'est que la baguette vous l'a soufflé. Et sinon vous pouvez aussi chercher le nom au pendule. Si ça vient pas, vous pouvez tirer 2-3 cartes d'un oracle que vous connaissez bien, et ça vous donne une énergie dans laquelle flotte la baguette, et du coup vous allez pouvoir chercher dans cette énergie là quel va être le nom. Ou alors faire une méditation auprès de l'arbre où on cueille, où on prend. Alors oui, oui. Après, le bois c'est une chose, mais il va y avoir l'esprit des pierres, l'esprit des plumes, tout ce que vous allez rajouter qui peut différencier la baguette et la rendre un peu distante par rapport à l'arbre d'origine. D'accord. Donc oui, ça peut donner une piste, mais il vaut mieux méditer avec la baguette à ce moment-là plutôt que l'arbre en question. D'accord. Mais généralement, si c'est bien fait et si on a le cœur à l'ouvrage et si on aime la baguette, il se passe quelque chose. C'est même si parfois ça met un peu de temps, mais
on sent comment ça fonctionne. On sent. J'ai quelqu'un qui me disait cette baguette là, quand je la tiens, je sens une énergie qui vrille. Celle-là, quand je la tiens, je sens une énergie plutôt forme de laser. Moi, ce que j'aimerais, c'est une énergie en forme de fourche. Donc c'était sur un salon, il prenait baguette, et puis il en a trouvé une. Bah celle-là, elle a une énergie qui sort en deux, en deux énergies séparées, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Bah oui, ok. Donc du coup, cette baguette là, entre guillemets, appelée. D'accord. Et c'est pareil pour la recharger. C'est en lien avec la lune, ou alors là aussi c'est personnalisé comme la consécration. Bah, ça dépend, parce que voilà, ça dépend comment vous l'avez consacré. Si vous l'avez consacré aux éléments, n'importe quel élément peut la recharger. Si vous l'avez consacré dans un rituel plus christique, là vous pouvez la recharger en la mettant devant une statue religieuse ou ce genre de choses. Si vous faites un rituel vraiment purement Wicca, effectivement là la lune va être le vecteur principal d'énergie. Donc ça peut être une exposition à la pleine lune, ou alors simplement la représenter à la lune en la tenant à deux mains, en montant les mains et puis en disant voilà, je te présente la baguette, apporte-lui énergie, force, courage, etc. Comme on le ferait dans un rituel de dédication. De dédication, voilà, ouais. Par exemple. Et enfin, pour terminer, mon petit Marc. Dis-moi tout. La question qui tue. Parce que j'imagine que tu aimes tout, donc il va falloir que tu choisisses. Si tu devais choisir l'une de ces baguettes, tu préférerais plutôt les baguettes du roi Salomon, les baguettes de l'abbé Thème, les baguettes d'Alistair Crowley, les baguettes d'Eliphas Lévy, les baguettes de la Golden Dawn ou les baguettes de Franz Bardon? Alors, sans hésiter, Crowley. Ah, pourquoi donc? Parce que il a tout compris et il a tout résumé en un paragraphe. C'est celui que j'ai mis dans le livre, effectivement, où il explique que justement le but de la magie, dans son optique, c'est de faire coïncider la volonté de l'homme et la volonté du divin, quel que soit le mot qu'on met derrière divin, et pour ne faire plus qu'un. Et pour ça, il faut que la volonté s'entraîne, et elle doit s'entraîner sur tout et n'importe quoi. Donc dès que vous voulez quelque chose, du coup la baguette devient l'expression de la volonté de la personne et sert dans les rituels justement pour attirer ou pour chasser ce que l'on veut. Et donc du coup c'est l'expression de la volonté qui rentre là en ligne de compte. Et ça il a très bien compris, et il a dit c'est à force d'exercer sa volonté qu'on la renforce, et on se rapproche à chaque fois petit à petit du divin. Et ça s'est transmis après aussi dans la Golden Dawn d'ailleurs, parce qu'il en est à l'origine en partie. C'est quand on voit la baguette du hiérophante qu'il tient, sa baguette, il suffit qu'il la tienne entre les deux anneaux, et en cas d'urgence ou de nécessité, s'il y a un malaise ou n'importe quoi, il peut simplement prendre sa baguette verticalement, la frapper sur son pupitre et dire les travaux sont clos, et il incarne l'autorité, c'est-à-dire là il est Keter, la couronne, l'énergie supérieure, il l'incarne, et par sa volonté il clôt les travaux sans qu'il ait besoin de faire tout un rituel compliqué. Waouh. Ouais. Et donc donc sans hésitation, c'est la vision de Crowley, ouais. Donc en fait, c'était pas du tout compliqué de choisir, quoi. Non, là pour le coup, non. Flûte. Je me suis dit ça y est, un fanal baguette. Et non. Ouais. Non, tu m'aurais demandé quelle planète j'aurais utilisé comme baguette principale, ça aurait été plus compliqué, ouais. Eh écoute, je te pose la question. Alors, ouais, effectivement, c'est compliqué, parce que si je devais choisir une énergie, moi j'ai plutôt tendance à aller vers les énergies d'harmonie et de douceur, donc je dirais une baguette plus martienne, ouais, justement pour me forcer à être un peu plus dans l'action, un peu plus brusque, voilà, plus spontané, oui. Ah, et donc en fait, tu fais partie des personnes qui doivent se faire offense, quoi. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est si j'avais pas ma femme à côté qui me dit, tous les mois, faut que tu me rentres un salaire, hein. Oui. Je te laisserai vivre. Je me laisserai vivre. Enfin, je serai toujours en fait dans la création, et je serai pas dans la vente. Je serai pas dans le côté commercial en fait. C'est un côté rêveur. Voilà, c'est ça. Moi, je suis voilà. C'est vraiment l'image du pur artiste. Je vois, des fois je passe à la cage, je vais chercher, alors ça m'est encore arrivé dimanche dernier, on a fait une raclette, je suis allé chercher l'appareil à la cage, je suis tombé devant un morceau de bois, avec toi je pourrais faire ça, ça et ça. Du coup j'ai monté le morceau de bois, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait des dessins sur le bois, et j'ai Julie qui vient derrière, mais il est où mon service à raclette? Voilà, donc il y a la cave. Voilà. T'es un artiste, quoi. Oui, un artiste qui essaie d'avoir les pieds sur terre quand même, mais oui, mais je pense que si tu veux créer quelque chose de magique, il faut que tu aies cette fibre-là.
Ouais, totalement. Sinon ça devient de l'industrie. Hein. Ça devient usine. Oui, c'est plus magique. Et là, tu perds l'étincelle. Voilà, c'est plus magique. Bah écoute, un énorme merci mon petit Marc pour cette superbe avec émission. grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt alors. Hein, écoute, tu me tiens au courant pour ton bouquin. Hein. Vous pouvez déjà noter, le 20 février au plus tard, ce sera sorti. Et le nom c'est pas encore dit. Ah. et le prix? J'ai fini l'intérieur, donc du coup, il me reste plus qu'à mettre l'extérieur, en gros. Le prix, ce sera le prix d'un cahier classique, cahier du sorcier, donc 19,50. D'accord, ok. Donc c'est du A4 couleur. Bah, écoute, on sera au taquet. Hein. Avec plaisir. On te fait plein de gros bisous, belle soirée à toi. Merci beaucoup. À très bientôt, Marc. À très bientôt. Witches Radio. Les sorcières dansent sur le son de Witches Radio.